Hop là. Et voilà, c'est parti. Aujourd'hui les amis, qu'est-ce qui s'est passé le 7 octobre dans l'histoire de l'humanité? Alors, j'ai le chat d'un côté, je vais pouvoir réagir donc au chat, etc. Donc, du coup, je vais pouvoir réagir un peu aux questions que vous me posez, évidemment. Alors, du coup, on va commencer les amis tout de suite avec le 7 octobre 1337. Le 7 octobre 1337, c'est une date extrêmement importante parce qu'il se passe plein de choses en même temps, des choses qui sont liées à l'histoire de France, à l'histoire d'Angleterre, à l'histoire de l'Europe, des choses absolument énormes. La vie de Supprime, c'est quoi ça, la vie de Supprime? Je sais pas. Enfin bref. Du coup, les amis, qu'est-ce qui s'est passé le 7 octobre 1337? Eh ben le 7 octobre 1337, les amis, c'est le point de départ. Le point de départ de la comment... Tu as enregistré le chat? Non, j'ai pas enregistré le chat. Non, j'enregistre juste le PowerPoint. Donc bref, c'est le début, les amis, de la guerre de 100 ans. C'est la date vraiment qui fait le lancement de la guerre de 100 ans. Et alors, pourquoi? Parce que comme je l'ai mis ici, là, vous avez le 7 octobre 1337, c'est la date où, en fait, Édouard III réclame la couronne de France. Édouard III qui est à l'époque roi d'Angleterre. Et alors donc, pourquoi est-ce qu'il demande à obtenir le trône de France? Et ben en fait, il faut remonter un petit peu dans le temps. Regardez ça, je vous ai préparé une magnifique diapositive avec toute l'explication de tout un peu le micmac généalogique qu'il se passe à ce moment-là. Donc, c'est très simple, les amis. On a ici le roi de France, ok, Philippe III le Hardi. Je vous ai mis ici le blason des rois de France de l'époque, voilà, c'est ce blason-là, et on va voir, c'est assez intéressant, on va voir l'évolution qui se passe en une génération, c'est absolument fou ce qui se passe à ce moment-là, vraiment, ça n'arrête pas. Donc on a Philippe III le Hardi, d'accord? Donc jusque-là, pas de souci, vous le connaissez au moins de nom, j'imagine, quand même, et on va étudier un peu ce qui se passe d'un point de vue généalogique. Donc, Philippe III le Hardi règne, il est pépère, il se met bien, il règne pendant à peu près 15 ans. Et au bout de 15 ans de règne, il décède. Il décède d'ailleurs le 5 octobre, c'était il y a 2 jours. Il décède le 5 octobre 1283. Et donc le 5 octobre 1283, Philippe III le Hardi décède, et du coup, qui est-ce qu'il remplace? Et bien naturellement, c'est son fils. C'est son fils Philippe IV, qui prendra le nom de Philippe IV, Philippe IV le Bel. Philippe le Bel, voilà. Vous savez, est-ce que ces noms vous disent quelque chose? Ces noms vous expliquez... Pour l'instant, on peut se follow, mais pas s'abonner, on peut pas faire des dons. Bah écoute, pas de soucis, et bah allons-y, abonnez-vous, qu'on ait plein d'abonnés, etc. Donc voilà, donc... Les amis, Philippe III le Hardi décède, et c'est son fils Philippe le Bel qui le remplace sous le nom de Philippe IV. Philippe le Bel. Et ce petit roi, eh ben, ça va changer beaucoup de choses. Ça va changer énormément de choses. Parce que y a plein de points. Déjà, son père, donc, c'est Philippe III le Hardi, et sa mère, c'est Isabelle d'Aragon. Donc, le royaume d'Aragon, hop, rentre dans la couronne de France. Et Philippe IV, donc, devient roi de France et également roi de Navarre. Pourquoi roi de Navarre? Parce que sa femme, c'est Jeanne de Navarre. Et Jeanne de Navarre est la reine de Navarre de l'époque. Et donc, en fait, à l'époque, avant la guerre de 100 ans, que tu sois un garçon ou une fille, tu pouvais hériter, en fait, du trône. Que ce soit le trône de France, même si, évidemment, la question ne s'était jamais posée, mais également des trônes d'Angleterre, des trônes de Navarre, d'Aragon, etc. Donc, grâce à la mère de Philippe III le Hardi, on récupère dans la couronne de France la couronne d'Aragon. Et le Philippe le Bel, les amis, c'est pour ça que j'ai trouvé que c'était intéressant d'avoir les blasons. En fait, Philippe le Bel, c'est quand même une grosse étape, parce que c'est lui qui va être le premier à être le roi de France et de Navarre. Et ça, c'est quelque chose qui suivra jusqu'au dernier roi de France, c'est-à-dire Charles X, qui était roi de France et de Navarre. Pourquoi? Parce qu'en fait, son épouse était la titulaire de la couronne de Navarre, donc la Navarre devient française. Donc, jusque-là, tout se passe bien. On a un roi de France, voilà, Philippe le Bel, qui devient roi de France et de Navarre, et la couronne d'Aragon, issue de la femme de Philippe III le Hardi, qui passe à Charles de Valois, ok? Le frère de Philippe le Bel. Donc Philippe le Bel, qu'est-ce qui se passe? On se dit, ok, pas de souci, tout va bien. Il a un fils, impeccable. Donc son premier fils, à Philippe le Bel, c'est Louis X, qui devient roi donc à la suite de son père lors de son décès. Louis X a un premier fils, Jean, si je dis pas de bêtises, je me suis fait mes petites notes, tati. Voilà, c'est ça, Jean Ier. Bon, alors il y en a deux, il y a Jeanne II qui deviendra reine de Navarre, et ensuite Jean Ier qui
meurt malheureusement avant de pouvoir régner. Et sa sœur, quant à elle, elle va récupérer la couronne de Navarre, qui reviendra plus tard avec je ne sais plus, Henri IV? Oui, Henri IV, probablement. Enfin bref, on n'est pas là pour parler de ça. Donc, Louis X, pas de souci, sauf que le souci, c'est qu'il meurt sans héritier. C'est-à-dire que sa fille, bah, elle récupère la couronne de Navarre, et le roi de France décède, le roi potentiel décède. Hop, lui, on fait le petit logo en croix, là, une petite croix, hop. Voilà, lui, il décède, c'est RIP. Donc du coup, c'est le deuxième fils de Philippe le Bel qui récupère le trône. Philippe V, voilà, Philippe V. Philippe V est couronné, pareil, il meurt, pas de descendants, pas du tout. Alors là, ça commence à sentir le roussi. Parce que, comment vous dire, 2 enfants qui meurent sans descendance, ça commence à puer un peu, quoi, pour le royaume de France, ça commence à puer un petit peu. Donc, la transmission continue, et on passe à Charles IV. Charles IV qui donc prend le trône de France. Il règne à partir de 1322, et pendant 6 ans, il va régner. Il va avoir des enfants, mais à chaque fois, ils vont mourir super jeunes. Et du coup, aucun ne sera en vie lorsque le pauvre petit Charles IV, eh bien décède. Et alors là, c'est la panique. Parce que là, regardez ça. Hop là. Il décède. Et du coup, à l'époque, comme je l'ai dit au début, on se posait pas la question de est-ce que les garçons ou est-ce que les filles peuvent hériter de la couronne de France comme cela se faisait déjà dans les royaumes d'Aragon, de Navarre, etc., dont je vous ai parlé avant. Ah! Donc là, problème. Isabelle, qui est la 4ème, si je dis pas de bêtises, c'est bien Isabelle, que je dise pas de bêtises, hein, je vérifie quand même, j'ai mes petites fiches. Isabelle, exactement, Isabelle de France, donc devient la prochaine en ligne pour hériter de la couronne de France. Sauf que, il y a un problème. C'est que la petite Isabelle, c'est bien gentil tout ça. Sauf que son père, pour pouvoir faire la paix avec l'Angleterre et tout, est-ce que j'ai une petite photo du gars? Hop, voilà, tac. Le problème, c'est que la France, à vouloir faire la paix avec l'Angleterre, eh ben, elle a fait un mariage. Isabelle de France a épousé, hop là, Édouard II, le roi d'Angleterre de l'époque. Et du coup, ensemble, ils ont un fils qui est Édouard III, roi d'Angleterre. Et alors là, panique à bord. Bah oui, c'était sûr en fait, c'était sûr. Ils sont tous morts, donc c'était sûr, c'était forcément elle qui allait récupérer le truc. Sauf que le problème, c'est qu'elle a épousé un roi d'Angleterre. Et il est absolument hors de question, que nenni, messire, que nenni, hors de question qu'un roi d'Angleterre devienne roi de France. Enfin, ça ne va pas la tête. Non. Donc là, les gars, ils se disent, bon, c'est compliqué les copains. On va quand même pas filer la couronne de France au roi d'Angleterre. Édouard III. Et Édouard III, donc, le 7 octobre 1337, il fait « Coucou, je veux récupérer la couronne. » Ou plutôt, pas exactement. Avant 1337, il s'est passé des choses un peu plus importantes. C'est-à-dire qu'en fait, les gars, ils se sont dit « Bon, on va pas déconner. On va quand même pas filer la couronne à un petit gars qui bouffe de l'agneau en gelée, tu vois. Bah, il y a un problème. » Et du coup, ils sont remontés donc à Philippe III le Hardi. Et ils ont pris le frère de Philippe le Bel, qui est Charles de Valois, si je dis pas de bêtises. Voilà, Charles de Valois, là vous avez le blason de Charles de Valois, et le blason donc d'Aragon, puisqu'il était devenu roi d'Aragon, en héritant du royaume acquis par sa mère. Tandis que le Philippe le Bel, comme je l'ai dit tout à l'heure, récupérait la France et la Navarre par son épouse. Et du coup, Charles de Valois, qui n'était pas vivant donc à l'époque, transmet, enfin, du coup, le roi, c'est Philippe VI. Philippe VI qui fait, écoutez les frérots, voilà, il y a des limites quand même, il y a des limites à la barbarie, donc on va quand même récupérer, on va se battre, tu vois. On va se battre et on va récupérer la couronne de France. Donc, il récupère la couronne de France à partir de 1328, voilà, 1328. Et le truc, c'est que, voilà, ça plaît pas du tout à Édouard, et en 1337, donc 9 ans plus tard, Édouard III, il se dit, bon, là, je réclame la couronne. Parce que, ça c'est toujours... La transmission, c'est toujours fait par ordre qu'on appelle de primogéniture. L'ordre de primogéniture, c'est-à-dire que c'est premier né, premier servi. Ok?
il y a l'ordre de primogéniture, voilà, l'aîné, le cadet, le machin, etc. Et donc à chaque fois que quelqu'un décède, hop, c'est le cadet qui récupère, etc., etc. Donc là, on était sur un ordre de primogéniture. Et effectivement, par ordre de primogéniture, première naissance, eh ben, c'est Édouard III, qui est l'aîné comparé à Philippe VI, enfin le futur Philippe VI. Donc il réclame la couronne. Et du coup, c'est là, à cette date-là, que se met en place la loi qu'on appelle Salique, la loi Salique. La loi Salique en France, c'est-à-dire que à partir de là, on décrète que la couronne de France ne peut pas aller à une femme. Et donc Isabelle de France, donc, devenue reine d'Angleterre, ne peut pas hériter de la couronne. Et c'est donc Philippe VI qui récupère la couronne. Sauf que ça plaît pas du tout à Édouard. Et c'est comme ça que naîtra la guerre de 100 ans. Voilà, la guerre de 100 ans commence à cette date-là, à partir du moment où la couronne d'Angleterre est réclamée par le petit Édouard III. Voilà, guerre de 100 ans entre l'Angleterre et la France pour la couronne de France à la base. Hein, il faut quand même le savoir, hein, n'est-ce pas? C'est quand même important de savoir pourquoi est-ce qu'il y a la guerre en France. Donc voilà, et aussi je voulais, regardez, vous montrer les amis, hop, un petit point intéressant. Regardez ça, 7 octobre 1337, on a ici donc Édouard III, on a le portrait d'Édouard III. Ici on a les armes, et regardez ça les amis, regardez, qu'est-ce que vous remarquez? Ça c'est le blason d'Édouard III. Et regardez ici, on a ici les armes d'Angleterre avec les 3 lions, voilà. Et ici, qui est donc l'emblème de la Normandie, parce que pour rappel, le duc de Normandie a été le premier avec Guillaume le Conquérant, hein, c'est Guillaume le Conquérant qui a été le roi d'Angleterre et qui a donné naissance à toute la dynastie, et donc du coup, il y a le blason ici. Sauf que maintenant, regardez ça, Édouard III va être le premier roi d'Angleterre à porter les armes de France dans son blason, parce qu'il prétend en fait au trône de France. Et ce qui est amusant les amis, ça va encore plus loin, c'est que la reine d'Angleterre, actuellement, Elisabeth II, je vais essayer de retrouver ça, Elisabeth II, normalement, je dis bien normalement, ah non, il n'y a pas, alors elles sont pas sur ses armes actuelles, mais si je tape armoirie Angleterre, tac, armoirie Angleterre, si on prend les armes officielles, je sais que sur les documents, le blason de France, le blason de France apparaît toujours. Et d'ailleurs, si je tape France, Wells, où est-ce qu'elle est? En tout cas, ce que je voulais dire, c'est que la reine d'Angleterre actuellement peut toujours prétendre au trône de France. Au trône de France. Et c'est pour ça, voilà, qu'il y a actuellement les armes de France dans le blason d'Angleterre à partir de cette date-là. Et une autre chose importante, c'est que le petit Édouard III, c'est un roi très actif, un roi qui demande la couronne de France, etc., etc. Mais il y a aussi quelque chose de très important avec ce roi Édouard III. C'est tout simplement, regardez ça, enfin tout simplement, ou pas, hein, l'ordre de la Jarretière. Et alors, l'ordre de la Jarretière, comment vous dire, c'est hyper important. Alors attendez, si je tape, hop, de la Jarretière, est-ce qu'il y a d'autres petites... Non, il n'y a pas d'autres blasons à ce niveau-là. L'emblème, ça je l'ai déjà pris. Enfin voilà. Donc là, l'ordre de la Jarretière, les amis, c'est un ordre extrêmement important en Angleterre. C'est un ordre qui a été fondé, les amis, dites-vous bien, en 1348. C'est hyper vieux. Ordre 1348, en 1348. C'est absolument... c'est hyper vieux, ça fait 348, ça veut dire que là, en 2048, on va fêter les 700 ans. Là, dans 27 ans, on va fêter les 700 ans de l'ordre de la Jarretière, c'est absolument colossal. Et donc, l'ordre de la Jarretière a été fondé par ce roi, Édouard III. Sachant que, est-ce que vous connaissez, est-ce qu'il y en a qui connaissent l'ordre de la Jarretière? Est-ce qu'il y en a qui savent d'où vient cet ordre, l'ordre de la Jarretière? En fait, l'ordre de la Jarretière, c'est très simple. Regardez ça, vous avez vu ce qui est écrit ici? Honni soit, qui mal y pense. Ça, c'est la devise de l'ordre de la Jarretière. Et en fait, l'ordre de la Jarretière, alors c'est une légende, hein. C'est une légende, mais c'est quand même une légende qui est très tenace. En fait, la légende veut que c'est Édouard III, lors d'un bal, et ben en fait, il dansait avec sa maîtresse. Parce qu'à l'époque, on assumait complètement de tromper sa femme. Enfin, on parlait pas de tromper sa femme, on parlait, voilà d'avoir des maîtresses, c'était les rois, voilà. Et donc, il faisait une petite danse avec sa maîtresse et tout, devant toute la cour, et soudain, la jarretière de sa maîtresse, donc en fait, la jarretière, c'est un tissu que vous mettiez autour de la cuisse. En vrai, j'ai jamais trop compris à quoi ça servait, peut-être à tenir le pantalon ou je sais pas quoi, enfin bref. Un morceau de tissu autour de la cuisse. Et en fait, pendant qu'il danse, bam, la jarretière de sa maîtresse
tombe de sa jambe. Devant toute la cour. Devant toute la cour. Et alors là, c'est l'humiliation. Humiliation. Humiliation devant toute la cour. La jarretière de la maîtresse d'or. Tout le monde se moque, etc., etc. Et du coup, le roi, très calme, il prend la jarretière de sa maîtresse, il la remet en place et il dit arrêtez, ne vous moquez pas, honni soit qui mal y pense, que soit maudit celui qui y pense mal. Et je vais vous donner la citation complète qui est prêtée, qui est absolument géniale. Messieurs, honni soit qui mal y pense. Ceux qui rient maintenant seront très honorés d'en porter une semblable, car ce ruban sera mis en tel honneur que les railleurs eux-mêmes le chercheront avec empressement. Le mec a créé un ordre basé sur un truc, sur une moquerie, et en fait, une moquerie s'est transformée en ordre de chevalerie le plus prestigieux, le plus ancien de toute l'histoire actuelle. Voilà, donc ça c'est quand même la petite anecdote sympa, et quand même, étant donné que c'est l'ordre le plus important d'Angleterre, c'est quand même assez important. Je me fais complètement aveugler par ces lumières, vraiment c'est un peu désagréable. Est-ce que je peux pas baisser un petit peu tout en étant correct? Parce que c'est vrai que là, waouh, ça éclaire à mort, ça m'éblouit. Voilà, je reste quand même à peu près visible. Donc voilà les amis, pour ce qui est de Édouard III. Est-ce que vous avez des questions, les amis? Est-ce que vous avez des questions? Ah d'ailleurs, petite anecdote. Édouard III, je suis un descendant d'Édouard III par 3 de mes grands-parents différents, sur les 4. Voilà, ça c'est la petite anecdote généalogie, parce que je sais que vous aimez ça. La petite généalogie, oui, je suis un descendant d'Édouard III par mon grand-père paternel, ma grand-mère paternelle et ma grand-mère maternelle, si je dis pas de bêtises. Enfin bref. Édouard III était donc anglais, il voulait le trône de France, c'est ça exactement. C'était un anglais, il a hérité en fait du trône d'Angleterre par son père, sauf que sa mère était la fille du roi de France, donc à l'époque on se disait que, puisque c'était toujours par ordre de primogéniture, donc les premiers nés, premiers servis, bah en fait, comme les frères de la mère du roi d'Angleterre étaient décédés, et ben on se disait que c'était la mère du roi d'Angleterre qui allait en hériter, donc le roi d'Angleterre allait hériter du trône de France, donc c'est une catastrophe. Il a tué ceux qui se sont moqués de sa maîtresse? Non. Non, non, non. Pourquoi c'est l'ordre le plus important d'Angleterre? Bah, en fait, c'est tout simplement le roi qui l'a décrété, comme je l'ai dit, et il le dit dans la citation, à partir de maintenant, il sera tellement recherché, voilà, il va rendre quelque chose d'extrêmement, à la base d'une moquerie, en quelque chose d'extrêmement désirable. Tout le monde voudra être dans l'ordre le plus prestigieux, basé sur une jarretière, quelque chose d'assez ridicule. Voilà. C'est le roi qui a décidé que c'était le plus important. Rien à voir, mais tu es lyonnais? Non, je ne suis pas lyonnais. J'habite à Lyon, mais je ne suis pas lyonnais. Il était sympa au trône? Bah écoute, je ne sais pas du tout. Je ne sais pas pour le coup s'il était sympa. Alors, salut agent, je viens de Belgique, tu saurais raconter des histoires belges STP? Ah, bah la Belgique, on la verra certainement dans d'autres histoires. Donc, est-ce que vous avez des questions ou est-ce qu'on passe à la suite? Dites-moi. Est-ce que vous avez des questions sur ce que je viens de vous raconter, tout ça? Ou est-ce qu'on passe à la suite, les enfants? Est-ce qu'on passe à la suite? T'es un de mes youtubeurs Minecraft préférés. Merci Primo Grodon. Ok, alors, la suite, les amis. Et là, on va attaquer un gros morceau. 7 octobre 1571, c'est la bataille de l'Épante. C'est la bataille de l'Épante. Et je n'ai pas choisi l'illustration au hasard. Je n'ai absolument pas choisi cette superbe mosaïque au hasard. C'est la mosaïque qui se trouve dans la basilique de Fourvière, à Lyon, justement, puisque j'habite à Lyon, et ben je vais souvent à la messe le dimanche à Fourvière de temps en temps, et il y a cette mosaïque qui est absolument superbe, qui est ma favorite de toutes les mosaïques de la basilique. Et alors là, les amis, la bataille de l'Épante, ça, c'est un très gros morceau, les amis. Qu'est-ce qui s'est passé, donc, ce 7 octobre 1571? Donc, c'est la bataille de l'Épante. La bataille de l'Épante, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est... D'abord, je vous explique un peu le contexte. On est dans un contexte de 4e guerre entre la République de Venise, qui était peut-être pas une république d'ailleurs à l'époque. Bon bref, en tout cas, Venise... Si, ça devait être une... Mais si, ça a toujours été une république. Donc oui, la République de Venise, qui est en guerre contre l'Empire ottoman. Ok? Contre l'Empire ottoman. Et, en fait, il y a une île, Chypre, qui, en fait... appartient techniquement à l'Empire ottoman et la République de Venise a des droits en fait des droits de colonisation, dessus. En gros, ils ont le droit de l'occuper en échange d'un loyer, en quelque sorte. Et
En 1571, eh ben, qu'est-ce qui se passe? Enfin non, 1570, pardon, 1570. D'abord, 1570, il faut y aller progressivement. 1570, les Ottomans prennent possession de l'île de Chypre. Ils prennent totalement la possession de Chypre. Ils arrivent au-dessus, ils arrivent sur l'île, et là, c'est un massacre. Massacre. Ils butent 20 000 personnes. Ils butent 20 000 personnes. C'est un massacre complet. Voilà. Ils virent les Vénitiens, ils virent les orthodoxes qui habitaient sur place, c'est le massacre. Voilà, on est en plein dans l'expansion ottomane en fait, de l'Empire ottoman. L'Empire ottoman qui, à cette époque-là, est en vraiment pleine expansion. Il est en train de bouffer tout le Maghreb, en fait, voilà, en envahissant l'Algérie, le Maroc, et c'est un massacre, hein, clairement. Là où les Ottomans passent, c'est un massacre. L'islam remplace les religions orthodoxes, les religions juives qui s'y trouvent. Et arrive donc en 1571 l'île de Chypre, qui est prise entièrement par les Ottomans. Massacre total. Et donc, ça plaît pas du tout à la République de Venise. Et le petit pape Pie V, bah, il voit ça, il se dit, bon, ça serait peut-être pas une mauvaise idée de commencer à répliquer un petit peu. Parce que là, les Ottomans, ça progresse, je commence à en avoir un peu ras-le-bol. Surtout qu'en plus, à cette époque, terrible, la France, depuis 1532, si je dis pas de bêtises, sous le règne de François Ier, a conclu une alliance avec l'Empire ottoman, entre François Ier et Soliman le Magnifique. Voilà, c'était en 1532, je crois, enfin, au XVIe siècle en tout cas, mais je crois que c'est 1532, à vérifier. La France, qui est à l'époque l'empire le plus, enfin la puissance la plus élevée de toute l'Europe, eh bien, elle fait une alliance avec l'Empire ottoman. Donc là, en fait, on est dans un statut où, en 1570, l'Empire ottoman, qui est allié avec la France, et dont l'Angleterre se fiche, attaque Chypre, vire tout le monde. Et donc là, le pape, c'est la catastrophe. Le pape, il appelle à l'insurrection, il appelle à la guerre. C'est pas la croisade, mais il appelle à la guerre. Il se dit, ça suffit. L'Empire ottoman, là, il faut faire quelque chose. Il progresse dans la Méditerranée, et c'est une catastrophe. Regardez, il y a une petite carte ici, là, que je vous ai repris. Voilà, ça se passe ici. On est vraiment dans la Méditerranée, voilà. Ça progresse vers la Grèce, tranquillou, bilou. Voilà, donc ça commence à vraiment être tendu, quoi. Parce que la Grèce commence à être occupée et tout. On arrive petit à petit dans la mer Adriatique. C'est compliqué, quoi. C'est vraiment compliqué. Donc, du coup, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, le pape Pie V appelle les empires catholiques à la réunion sous le nom de la Sainte Ligue. Ça s'appellera la Sainte Ligue. Et oui, c'est une bataille navale. Et donc, il va se rallier au pape le royaume d'Espagne, la République donc de Venise, évidemment. Non, Stuart, non, à ta place. Allez, s'il te plaît. Les États pontificaux, évidemment, le pape, ok. Et la République de Genève, ainsi que le duché de Savoie, quand même, c'est important de le mentionner. Il y a un petit bout de France actuelle qui s'en occupait, hein, voilà. Oui, c'est une bataille navale, on va en parler, vous inquiétez pas. Et l'ordre des Hospitaliers de Malte. Et comme vous avez entendu, il n'y a pas le royaume de France. C'est une catastrophe, parce que la France, à l'époque, elle est en guerre contre l'Espagne, et surtout, elle est alliée de l'Empire ottoman. Donc la France ne peut pas aider le pape à s'en sortir. Qu'est-ce que tu veux? Mais oui, tu veux des câlins, tu veux des bisous, mais je suis occupé, je suis en live. Allez, hop, allez, non, à ta place. Allez, à ta place. Je l'ai sorti tout à l'heure. Allez, à ta place, Stuart, à ta place. Allez, à ta place. Allez, montre comme tu obéis. À ta place, Stuart. Allez, non, à ta place. Allez, à ta place. Voilà, pas bouger. Voilà, c'est bon. Excusez-moi. Stuart va devenir historien à écouter tes histoires. Voilà, c'est ça. Donc, République de Genève. Non, République de Gênes, pardon. République de Gênes. J'ai dit République de Genève, non. République de Venise, République de Gênes, États pontificaux, monarchie espagnole, duché de Savoie et les hospitaliers de l'ordre de Malte. Mais non, mais Stuart, arrête. C'est non, c'est stop. À ta place. Enfin bref. Donc, arrive cette coalition. Arrête Stuart, arrête vraiment. Et là, c'est la bataille de Lépante. Donc la bataille de Lépante, c'est une bataille navale absolument colossale. Je vais vous donner, ok, les forces qui sont en présence, ok. On a, d'un côté, donc, cette alliance, avec 212 navires, 206 galères, 6 galéras, 28 500 soldats, ok. Et de l'autre côté, donc côté ottoman, on a 251 navires, donc on a une quarantaine de plus, 34 000 soldats, donc là pour le coup on en a presque 6 000 de plus, ok. Et là où il y a la différence, en fait, et je pense que c'est clairement ça qui a fait la différence dans la bataille navale, c'est que d'un côté de la Sainte Ligue, on a 1815 canons,
Côté ottoman, 750. Donc on a plus du double de canons du côté de la Sainte Ligue. Or, on sait très bien qu'à l'époque, clairement, la Sainte Ligue... Enfin, comment dire, les canons, c'est le futur de la guerre, quoi. C'est le futur de la guerre. C'est clairement le futur de la guerre. Et donc là, voilà, là, c'est compliqué. Donc, il y a la bataille navale qui se passe. Voilà, on a donc ici le plan, vous voyez, hop, ils arrivent à contourner, personne n'arrive à contourner l'ennemi. Il y a un premier mouvement qui fait que en fait, ils arrivent à repousser les bateaux dans le golfe, et voilà, et concrètement, c'est un massacre. Voilà, là, on a, à la fin de la bataille, donc qui est remportée par la Sainte Ligue, on a 7500 morts du côté Sainte Ligue, et plus de 20 000 morts, blessés ou capturés, du côté ottoman, avec 50 navires qui ont coulé, 137 navires qui ont été capturés, il y a plein de fanions qui ont été capturés, il faudrait que je retrouve, je sais plus combien, enfin bref, voilà, clairement, ça a été une grosse, très grosse défaite, très grosse défaite dans le, comment dire, très grosse défaite pour les musulmans, pour l'Empire ottoman, très grosse défaite. Et donc, il se passe ça, et en fait, c'est vrai que cette bataille de Lépante, elle est souvent brandie comme étant la bataille qui a mis fin à l'expansion ottomane. La victoire des catholiques contre les musulmans. Et en fait, quand on creuse, en fait, on se rend compte que c'est pas exactement ça. C'est-à-dire qu'en fait, effectivement, les catholiques ont gagné contre les musulmans. Les musulmans ont pris vraiment très cher, ils ont vraiment été traumatisés un peu par cette bataille. Sauf que, à peine 6 mois plus tard, eh bien, en l'espace de 6 mois, l'Empire ottoman va se redresser comme jamais. Ils vont reconstruire plus de 200 navires, dont certains absolument gigantesques, les plus grands de l'époque. Et ils vont tout simplement menacer la Sainte Ligue à nouveau. Sauf qu'entre-temps, le pape Pie V est décédé, c'est le bordel dans l'Alliance, tout le monde panique, les Espagnols se retirent, la Savoie se retire. Et du coup, Venise dit stop, ok, pause, on négocie. Et donc voilà, donc 6 mois seulement plus tard, 6 mois seulement après cette bataille, Venise abdique, il négocie, il paye une fortune, plus de 300 000 ducats à l'époque, et l'Empire ottoman donc récupère Chypre entièrement, il récupère toutes les positions, donc au final, tout ce qui avait été perdu avant la bataille de Lépante reste perdu, 6 mois après. Donc, c'est dommage quoi, c'est dommage. C'est vraiment dommage. Et surtout, je vais vous donner une citation qui résume à peu près vraiment le mode de pensée des Ottomans suite à cette défaite, ok? Je vous cite, ok? Il y a un émissaire voilà, de Venise qui est envoyé pour surveiller l'Empire ottoman, et il est reçu par un gars dans le port, et il voit des bateaux, c'est une catastrophe, voilà, ils vont prendre cher. Et voilà ce que le mec lui aurait répondu. Vous venez pour voir comment nous supportons notre malchance. Pour lui, la défaite de Lépante, c'est de la malchance. Mais vous devriez connaître la différence entre notre perte et la vôtre. En nous emparant de Chypre, nous vous avons coupé un bras. En nous emparant de Chypre, nous vous avons coupé un bras. En détruisant notre flotte à Lépante, vous nous avez rasé la barbe. Un bras coupé ne peut pas repousser une nouvelle fois, mais une barbe rasée repousse avec plus de force à nouveau. Voilà. Je trouve que ça résume parfaitement vraiment l'histoire. C'est-à-dire que les Ottomans se sont emparés de Chypre, ça leur a coupé le bras. À Lépante, certes, ils ont perdu leur flotte, ils ont perdu d'excellents marins, etc. Mais ça changerait au fait que les bateaux, ça se répare, quoi. Les bateaux, ça se reconstruit, surtout, ça se reconstruit. Alors qu'une possession, une fois pris, c'est compliqué de la reprendre. Donc voilà. Ça, c'est pour l'histoire de la bataille de Lépante. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des questions, les amis? Petit moment, voilà, je réponds à vos questions. Est-ce que vous avez des questions sur la bataille de Lépante, les amis? Est-ce que vous avez des questions? Sinon, on passe à la suite. On passe à la suite. Pas de questions. Le pape, c'est quoi son nom? On écrit comment? Pie V. P-I-E, plus loin 5. 5 en chiffre romain. V. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Agent, t'as déjà des modos? Non, je n'ai pas encore de modos. Pourquoi ils disent du juste Chypre sans pronom? C'est une habitude de parler des pays comme ça?
Bah Chypre, l'île de Chypre quoi? L'île de Chypre. Alors voilà, vous avez pas de questions? Ok, c'est bon, on passe à la suite. On passe à la suite les amis. On passe à la suite. Tac. Pif pouf. Allez, on passe à la suite les amis. Et la suite c'est tout simplement le scandale des décorations. Le scandale des décorations les amis, c'est un scandale qui a lieu donc au 19e siècle en 1887. Alors, c'est un scandale très drôle et en même temps pitoyable. Si t'as une question, vas-y Pixel Info, pose-moi ta question. Vas-y Pixel Info, quelle est ta question? Dis-moi. Dis-moi, comme ça vous laisse le temps de vous préparer pour le scandale des décorations. Alors, vas-y, tu as une question, c'est quoi le rapport entre l'image et l'histoire? Eh ben en fait c'était la bataille navale de la bataille de l'Épante, voilà tout simplement. Donc, scandale des décorations, on est en 1887. Et alors là, c'est un énorme scandale, là, ce dont je vais vous parler. Et en plus, ce qui est marrant, c'est que j'ai découvert cette histoire en faisant des recherches, machin, comme d'habitude. Et je suis tombé sur cette histoire un peu plus tard que la semaine dernière, donc c'est encore tout frais dans la tête. Donc je vais pouvoir vous en parler. On est clairement sur un énorme scandale républicain. C'est absolument ouf. Donc, je vous explique le contexte. À l'époque, les maisons closes, les lieux, les maisons de prostitution, tout ça, c'est monnaie courante à Paris. Hein. D'ailleurs, qu'on soit pauvre ou riche bourgeois, tout le monde y va. Hein. Même les politiciens, les plus grands ministres, etc. Tout le monde va au bordel. Hein. Tout le monde va dans les maisons closes. Alors, il y a des maisons closes évidemment plus chics que d'autres, mais clairement, les maisons closes, à l'époque, c'est hyper commun. Il y a même à l'époque des espèces de petits guides Michelin pour les maisons closes. Vous voyez, il y avait des espèces de guides avec les maisons closes, avec carrément le nom des prostituées, des petites notes sur leur physique, etc. Donc voilà. Donc les maisons closes très fréquentes à l'époque. Et qu'est-ce qui se passe en 1887? Eh bien, il y a une des prostituées qui en a marre de son job, qui démissionne, qui se barre. Et elle se dit, je vais pas m'arrêter là. Il y a deux nanas en fait qui étaient responsables de la maison close dans laquelle elle travaillait avant. Et la nana, elle est un peu fritée, elle s'est un peu fritée avec elle, tu vois. Elle est pas contente, voilà. Elle veut leur mettre cher. Et du coup, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va au commissariat et elle dit, je vous dis que, bon, déjà, il y a de la prostitution, voilà, bien vénère. Mais surtout, c'est pas le seul business de la maison close des deux filles dont je vous parle, d'accord? Non, tu me laisses tranquille, Stuart, tu me laisses tranquille. Je sais pas si vous le voyez à l'écran, mais il est insupportable. Il est insupportable. Arrête, tu arrêtes. Allez, tu arrêtes. Pas bouger. Voilà, tu fais pas bouger. Gentil, pas bouger. Voilà. Donc, elle prévient la police et elle dit, je vous préviens, là dans la maison close dont je vous parle, c'est pas le seul business. Il y a pas que du zizi. Voilà, il y a d'autres business qui se trament. Ni une ni deux, la police, efficace, ouvre une enquête. Ils arrêtent les deux nanas, ils les interrogent, et là, qu'est-ce qu'elle balance? Alors, elle balance que apparemment, il y aurait des personnalités, voilà, très haut placées, des personnages très haut placés, des magistrats, etc., qui viendraient pour, en fait, marchander des promotions, des décorations. Tu arrêtes, Stuart, tu arrêtes. Tu es sage, ok? Pas bouger, Stuart, ok? Pas bouger. Voilà. Donc, qui en fait monnaie des décorations. Donc là, énorme scandale, la police creuse, et alors là, qu'est-ce qu'il se découvre? Qu'il y a effectivement, au sein de ces bordels, des négociations pour vendre des décorations. Mais littéralement les vendre. C'est-à-dire que là, il y a des légions d'honneur, des décorations d'ordre de l'époque qui se vendent contre de l'influence, du trafic d'influence en fait, qui se vendent dans ces bordels. Et en fait, on creuse, le scandale éclate au grand jour, les journaux en parlent, et là, catastrophe. Attention, l'enquête creuse, et qu'est-ce qu'on découvre? On découvre que ça monte très haut. Et que le gars, à l'origine de tout ça, qui a vendu le plus de trucs, notamment la Légion d'honneur,
C'est qui? Eh ben, ça se passe à l'Elysée. Et c'est Daniel Wilson qui est responsable. Je vais vous montrer une photo du mec. Hop, tac. Voilà, Daniel Wilson. Cette sombre merde, voilà, on peut pas dire autrement, hein, cette sombre merde vendait pour entre 25 et 100 000 francs des légions d'honneur dans le bordel. Et on se rend compte qu'il en a vendu des milliers. Et cette personne-là, Daniel Wilson, c'est pas n'importe qui. C'est pas n'importe qui. C'est le gendre du président de la République. Du président de la République. C'est le mari de la fille du président de la République. C'est ultra chaud. C'est ultra chaud. Et en fait, qu'est-ce qu'il fait? Il vendait ou il offrait des légions d'honneur. Soit il offrait des légions d'honneur à des gens très importants, très riches, pour qu'en échange, ces personnes-là rentrent dans ses entreprises à lui, en lui filant de l'argent, etc. Soit il vendait des décorations directement pour choper de la thune et verser des subventions et tout. Enfin, c'est un business de malade, Et donc là, c'est vraiment énorme scandale. Voilà, énorme scandale. Ça pète un câble. Le président Jules Grévy, donc de l'époque, carrément, est poussé à la démission. Démission. Le président de la République démissionne à cause de ce scandale. C'est quand même pas rien. C'est quand même pas rien. Il est remplacé par un autre président, donc, qui s'appelle Sadi Carnot, qui, pour l'information, pour la petite anecdote, Sadi Carnot, c'est son grand-père a voté la mort de Louis XVI. Voilà, c'est une petite anecdote, voilà. Regarde, monsieur Brody, hors sujet, je te prépare déjà une meuf de balade. Bah merci Brody, j'ai hâte de tester ça. Ça va être cool. Et donc, le président est poussé à la démission. Les légions d'honneur, c'est une décoration. Quand même, enfin, Légion d'honneur. La Légion d'honneur, enfin, vous connaissez quand même. À la base, les amis, qu'est-ce que c'est la Légion d'honneur? C'est ça. Ah, c'est la plus grosse, la plus haute décoration française. La plus haute décoration française, la Légion d'honneur. Hop, voilà. Et donc, voilà, on se rend compte qu'il y a d'énormes, voilà, des ventes de milliers de décorations. Et c'est absolument ouf, c'est un scandale. Et je vous ai préparé des petites caricatures de l'époque que je trouve géniales. Je sais que dans les cours à l'école, on aime bien parler des caricatures. Et bah là, je trouve que les caricatures de l'époque sont particulièrement drôles. Regardez, je vous montre ça. Hop, tenez, hop, regardez, hop. Si je fais, hop, premier plan. Voilà, regardez ça. Est-ce que vous voyez bien les caricatures? Hop, oui. Voilà, je les zoome au max. En quoi c'est un scandale de vendre ça? Bah parce qu'en fait, c'est quelque chose qu'on est censé te donner parce que t'as du mérite, parce que t'as fait des trucs de ouf. C'est donné aux plus grands militaires, aux plus grandes personnes qui ont inventé des trucs de fou. Et là, on le distribue à n'importe qui contre de la thune. Et justement, il y a beaucoup de... Salut Kintargagnant. Il y a beaucoup de caricatures de l'époque qui sont très très drôles à ce sujet. Je vous en montre quelques-unes. On a ici les amis et leurs parents. Et donc là, on a une dame qui félicite son mari. Et la dame, elle dit quoi? Elle dit: comment, Jules, tu as aussi pensé à mon oncle de Figeac et à mon filleul? Comme tu es bon, et comme c'est beau de faire des heureux. Et là, regardez. Sous chaque serviette, il y a une légion d'honneur. Je trouve ça excellent. Moi, je trouve ça absolument excellent. C'est l'humour de l'époque, vraiment très piquant, en même temps très classe, sans vulgarité. Moi, j'adore. Voilà, donc là, le petit mec qui glisse une légion d'honneur sous chaque serviette de chacun de ses invités. C'est vraiment, c'est n'importe quoi. Ensuite, caricature suivante. On a ici deux scènes. On a ici la personne là qui suit un ministre, ok? Les démarches. Frappez! Mais écoutez-moi, monsieur le ministre. Au nom de Dieu saint... Oh! Pardon, je me trompe. Au nom des loges! Évidemment, les loges maçonniques. Référence aux loges maçonniques. Qui a remplacé, malheureusement, Dieu. Tu pourras faire des lives sur les Celtics. Hein, bah, les Celtics, j'en parlerai s'il y a une époque, s'il y a une journée où ça parle de Celtics, avec grand plaisir. Des giveaways de Légion d'honneur, ouais, c'est exactement ça. Et donc là, ah zut, à la fin, tenez, là, voilà votre croix. Hop, et le ministre qui se retourne et qui jette une Légion d'honneur. Qui jette une Légion d'honneur au demandeur. Et scène suivante, moi, je n'ai rien demandé. J'ai dit au ministre, si vous m'en jugez digne, libre à vous. Moi, la demander, jamais. C'est l'officiel qui me l'a appris. Et le mec après qui se vante, voilà, qu'il a obtenu la Légion d'honneur, évidemment, avec les honneurs, etc. Hop. Caricature suivante. Très drôle aussi celle-là. J'en ai sélectionné, il y en avait plein d'autres, hein, mais j'ai sélectionné les meilleurs. Voilà.
Donc, alimentation. Monsieur le chevalier. Donc là, on a ici un serveur qui porte le ruban de la Légion d'honneur. Ici, là, on voit le ruban de la Légion d'honneur. Et ici, on a un client qui tend le poisson au serveur. Et il dit, Monsieur le chevalier, jurez-moi sur votre croix que ce merlan est de première fraîcheur. Donc là, voilà, une satire une fois de plus. Comme quoi, même les serveurs de bistrots parisiens a une Légion d'honneur. Enfin, peut avoir une Légion d'honneur. Mais comment ils font pour en avoir autant des Légions d'honneur? Bah en fait, le mec est le beau-fils, c'est le gendre du président de la République. Donc le mec, les Légions d'honneur, il en a autant qu'il veut. Il en a à l'appel. Il en a autant qu'il veut. Donc c'est pour ça. C'est pour ça. Hop. Et dernière petite caricature. Comme on connaît les saints, on les décore. Hop là. Il les vend, c'est un scandale. Ah bah c'est un énorme scandale. Donc là, on a le monsieur qui parle au ministre. Monsieur le ministre, c'est le directeur de journal qui insiste pour sa croix. C'est-à-dire qu'il demande à avoir la Légion d'honneur. En parlant de son amour de la vérité, de la justice. En mode, voilà, je mérite une croix de Légion d'honneur. Parce que j'adore la justice et la vérité. Et le ministre qui répond. Dites-lui donc de ne pas trop réveiller la justice qui dort. Et que d'ailleurs, je n'ai rien à lui refuser. Sous-entendu, enfin c'est une formule très... voilà, mais c'est la satire à la française, c'est ça que j'adore. C'est en mode, oh, parlons pas trop de justice, mais vous inquiétez pas, je vais lui donner, en échange qu'il ferme son clapet, sur la justice. Donc voilà. Comment son beau-père a pu se laisser faire ça? Bah... Il y avait une complicité, je pense, à tous les étages. Hein. Clairement, je pense qu'il y avait une complicité à tous les étages. Mais voilà, donc gros scandale de la République. Et qui mettra, voilà, super cher, quoi. Voilà. Donc, est-ce que vous avez des questions, les amis? Avant qu'on passe au 4e et dernier chapitre. On aime l'histoire avec Agent GB, merci. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne Twitch, hein, si c'est pas encore fait. N'hésitez pas. Voilà, est-ce que vous avez des questions sur cette histoire, les amis? Je pourrais être un témoin un jour, bah écoute, pourquoi pas, mais si tu t'en montres digne. Est-ce que vous avez des questions sur cette histoire? Donc des gens random avec de l'argent, avec des médailles sans aucun mérite. Oui, absolument, c'est ça. C'est exactement ça. Trop bien expliqué pour avoir des questions. Oh, c'est gentil. Comment il les fabrique, ces Légions d'honneur? Bah, c'est pas lui qui les fabrique, il les prend dans la réserve de la Légion d'honneur et il les distribue, quoi, grosso modo. Enfin, il les vend, quoi. Voilà. Go la suite. Allez, on passe à la suite, les amis. 4e et dernier chapitre du 7 octobre. Ça n'est vraiment pas assez des choses, hein, le 7 octobre. Le 7 octobre 1940, qu'est-ce qui se passe? Combien les gens d'honneur? Entre 25 et 100 000 francs. De l'époque, c'était beaucoup quand même, hein. C'était beaucoup. Comment ils les ont eu, ces médailles? Bah, dans les stocks. Dans les stocks, puisque le mec est le beau-fils du président de la République. Donc le mec, il a accès à tous les stocks et tout, tu vois. Donc, on dit suivre... Car s'abonner... Ah ok, ah oui, suivre, ok. N'hésitez pas à suivre ma chaîne et vous vous abonnerez quand je pourrai. Voilà. Donc, dernier chapitre, les amis. 7 octobre 1940. Qu'est-ce qui se passe? C'est l'abolition du décret Crémieux par le régime de Vichy à l'époque. Voilà. Donc, qu'est-ce que c'est le décret Crémieux? Le décret Crémieux, il y a deux parties. Un décret numéro 136 à l'époque et décret 137. Mais c'est surtout le décret 136 qui est intéressant. Le décret 136, grosso modo, on est en 1870. Voilà, on est dans la toute jeune 3ème République. Si je dis pas de bêtises, on n'est plus sous l'Empire. Et le décret Crémieux, qu'est-ce qu'il dit? Concrètement, il donne, en fait, il attribue d'office, c'est-à-dire immédiatement, sans condition, la nationalité française aux Israéliens, aux Juifs d'Algérie. Finalement, ça n'a parlé que de faits qui se sont passés en France. Bah non, la bataille de Lépante, c'était dans la Méditerranée. Enfin bref. Pour l'histoire oui, Jules Grévy a dû démissionner, oui, il a démissionné. Donc bref. Décret Crémieux, en 1870, qui attribue la nationalité française à tous les Juifs d'Algérie. Ensuite, il y a le décret numéro 137 qui suit, qui donne la nationalité française, qui naturalise les musulmans d'Algérie, mais pour ce qui est de la nationalité française, ce n'est pas un droit automatique. Là, ça c'est important de le savoir, les amis, parce que c'est très très important, surtout à l'heure actuelle, où on parle beaucoup justement de la nationalité française, des musulmans, d'Algérie, etc., à l'époque, etc.
Et eh bien, les musulmans ont une condition, c'est-à-dire que pour être français, il faut qu'ils aient minimum 21 ans et qu'ils fassent la demande auprès du gouvernement pour être français. Et ce qu'on va constater, c'est qu'en fait, très très peu de musulmans à l'époque font la demande d'être naturalisés français. Voilà, ça c'est important de le savoir, c'est quand même important de le savoir, hein, parce que je sais qu'on entend beaucoup parler à la télé en ce moment, donc c'est important de le savoir. Et donc, 7 octobre 1940, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est l'abolition du décret Crémieux. Donc, le décret est aboli. Les Juifs d'Algérie perdent la nationalité française. Et là, eh ben en fait, cette loi, elle aura tout simplement pour effet que les Juifs d'Algérie ne peuvent plus avoir la nationalité française, et donc qu'ils peuvent par conséquent entrer dans un risque de déportation pour les camps d'extermination allemands. Alors, est-ce que les Français étaient au courant ou pas que c'est des camps d'extermination? Ça, c'est un autre débat. Mais voilà, effectivement, c'est vrai qu'on entend beaucoup parler en ce moment. Vichy, le maréchal Pétain a sauvé les Juifs français, a sauvé les Juifs, etc. Il faut bien effectivement faire la distinction entre les Juifs français et les Juifs étrangers. Parce que c'est vrai qu'en France, il y a quand même une énorme proportion des Juifs français qui ont été complètement épargnés, contrairement aux autres pays. Ça, c'est un fait. Moi, je ne suis pas là pour faire de la politique, hein. Je suis là pour parler des faits. Les Juifs en France ont été largement épargnés par rapport au reste de l'Europe. Et surtout, les Juifs français ont carrément été aussi épargnés. C'était les Juifs étrangers qui ont été principalement raflés jusqu'en 1943 ou 1942, où le régime de Vichy s'effondre, entre guillemets, la zone libre devient zone occupée, et alors là, il n'y a plus de distinction, etc. Mais c'est vrai, les amis, c'est vrai qu'on entend beaucoup en ce moment à la télé parler Pétain qui sauve les Juifs, machin. Et bah non, Pétain n'a pas sauvé les Juifs, Pétain n'a pas sauvé les Juifs français, mais il est un fait, effectivement, que le gouvernement français de l'époque a préservé les Juifs français de toute déportation, de tout envoi en Allemagne. Parce qu'à l'époque, c'était ça, hein. C'était pas une question de déportation à Auschwitz, hein. C'était pas des trains qui partaient pour Auschwitz. Non, c'était le gouvernement allemand qui réclamait les Juifs. Pour en faire quoi? Ça, c'est notre histoire. Mais bref. Du coup, là, 7 octobre 1840, abrogation du décret Crémieux, qui est quand même une date très très importante. Parce que c'est, voilà, tous les Juifs d'Algérie ont perdu la nationalité française. Vous entendrez Éric Zemmour en parle beaucoup d'ailleurs, parce que c'est le décret qui a fait perdre la nationalité française à ses aïeux, puisqu'il était un juif d'Algérie dans sa famille. C'est pour ça que je trouvais que c'était intéressant d'en parler, parce que non seulement ça concerne la France, ça concerne l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, et c'est très souvent au programme, donc c'est toujours important de le savoir, le décret Crémieux. Voilà. Alors, qu'est-ce que... c'est dommage, 34 personnes pour l'histoire, c'est triste. Bon, écoute, c'est mon premier live sur Twitch, hein. Je découvre Twitch, donc moi, je m'attendais pas à faire des milliers de viewers au premier live, hein. C'est absolument normal. Enfin, je trouve ça normal, en tout cas. Alors, est-ce que vous avez des questions, les amis? Est-ce que vous avez des questions, les amis? Est-ce que vous avez des questions sur le décret Crémieux, sur tout ce dont on vient de parler? Parce que là, du coup, voilà, on arrive à la fin. Je vous ai parlé de tout. Est-ce que vous avez des questions? Des questions, comme d'habitude, aucune. Le décret date de quand? Le décret date de 1870. Alors la date précise, c'est en octobre, je crois d'ailleurs. Hein. C'est en... 1 octobre, oui, c'est ça, j'avais... Donc j'ai une bonne mémoire. Hein. Effectivement, 24 octobre. 24 octobre 1870. Allez, pas mal, hein. Hey, 24 octobre 1870, le décret Crémieux est décrété, pour être aboli ensuite le 7 octobre 1840. Je suis né en 1949, non, à Jean GB 49, c'est parce qu'avant j'habitais à Angers, et j'ai perdu l'accès à ma chaîne principale à Jean GB. Et du coup, je dois utiliser cette chaîne secondaire, le temps peut-être de la récupérer un jour. Voilà, tu découvres un nouveau monde. Bah ouais, c'est un nouveau monde Twitch, c'est ça qui est amusant. Enfin bref, est-ce que vous avez des questions, les amis? Pas de questions? Si vous n'avez pas de questions, bah écoutez les amis, on va s'arrêter là. Pouf, 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 pouf. Est-ce que vous avez d'autres questions? En plus, on arrive à la fin de la musique médiévale. J'espère que ça a mis une petite ambiance. Hitler était un con quand même. Oui, oui, on peut dire ça, oui. C'est plutôt gentil. Simon, vas-y, Skills, est-ce que tu as des questions? Vas-y, pose-moi ta question. Le 11 novembre, tu parleras du coup de l'armistice de la rotonde? Bah évidemment. Si je fais un live le 11 novembre, oui. Oui, oui, oui.
C'était trop bien. Bah écoute, merci Dauphin. Fidèle viewer, que ce soit sur YouTube ou sur Twitch. Merci Dauphin d'être là. Merci d'être là. Tu n'es plus là pour me battre sur, sur Minecraft, puisque je ne fais pas de live Minecraft. En tout cas, pas aujourd'hui. Ça veut dire que tous les Arabes étaient juifs. Non. Bah non. Non. Les Arabes en Algérie, il y avait des musulmans, il y avait des juifs, principalement. Les juifs avaient automatiquement le droit à la nationalité française. Les musulmans y avaient droit à partir de 21 ans et en faisant une demande auprès de la municipalité. Chose qu'ils n'ont pas fait pour la grande majorité. Et l'armistice, la Seconde Guerre mondiale, tu en parleras? Bah évidemment, si y a l'occasion. Ok. Du coup, c'est bon les amis? On s'arrête là. Merci en tout cas d'avoir suivi ce live. Je vous fais des gros bisous. J'espère à bientôt pour un prochain live. Et sur ce, je vous dis à très bientôt. Bonne journée, bisous, high five!